la première chose à faire sur la question des attributions, c'est qu'il faut définir des règles. En fait, si tu ne définis pas des règles, si les règles sont floues, tu t'exposes forcément à des galères. En fait, moi j'ai vu beaucoup d'exemples de boîtes où en fait on a des directeurs commerciaux qui incentivent leur chargé de partenariat uniquement sur la génération d'opportunités à très court terme. En fait, ça peut pas marcher parce que les partenariats c'est du temps long, parce qu'il faut engager toute l'organisation, parce qu'il faut former les équipes au partenariat, parce qu'il faut communiquer sur les partenariats. Je préfère qu'on en ait 5 qui soient bien identifiés, qu'on ait définis comme stratégiques, avec lesquels on a des objectifs communs, une roadmap commune, une ambition commune, des valeurs partagées, et qu'on fasse le maximum pour que ce partenariat soit connu en interne, ça vive chez le partenaire, ça vive en externe, et qu'on fasse le maximum autour de 5, plutôt que se dire qu'on en a un maximum et qu'en fait on les exploite pas suffisamment. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Alliance. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Un épisode qui m'excite particulièrement puisqu'aujourd'hui on va parler paiement et partenariat. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Coquentin qui est Country Manager France chez Payplug. Payplug qui génère plus de 80% de ses revenus via les partenaires. Alexandre, sois le bienvenu et puis ravi de t'accueillir. Merci Maxime. On commence. Est-ce que tu peux commencer justement par te présenter, Alexandre, s'il te plaît ? Ouais, moi je m'appelle Alexandre Coquentin. Je travaille chez Payplug depuis à peu près 3 ans. Et j'ai à peu près autant d'expérience que ça dans le paiement et à peu près autant d'expérience que ça dans le partenariat, donc ça reste assez récent. Et aujourd'hui, j'ai un métier alors mon titre, c'est Country Manager, et donc je travaille surtout sur l'animation des partenariats au sein de Payplug et plus spécifiquement pour le marché français et sur la manière dont on arrive à localiser notre produit sur le marché français. Ok, super. Et donc, qu'est-ce qui t'a fait venir peut-être dans le paiement aussi ? Je sais que tu as fait plusieurs expériences avant. Pourquoi t'en es arrivé chez Payplug ? Alors, c'est une très bonne question. C'est un hasard total. Okay. En fait, alors sans te refaire tout mon CV, moi je suis passé par pas mal de boîtes avec une expérience par boîte d'environ à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Ouais. Donc j'ai fait du conseil. J'ai été sur des jobs plutôt business et account management dans une RH Tech qui s'est fait racheter par HelloWork il y a quelques années. Après, je suis passé plutôt dans l'e-sport, pareil sur un métier plutôt commercial. Et en fait, Payplug, ça s'est fait complètement au hasard. C'était un moment donné de ma vie où je voulais retourner dans la tech. Et donc j'avais pris bêtement, à l'époque c'était Welcome to the Jungle, Indeed et tous les job boards. J'ai mis Sales Manager, Head of Sales, j'ai pris toutes les boîtes, j'ai filtré sur tout ce qui était à Paris, j'ai postulé à peu près tout. Okay. Et en fait je me suis retrouvé à discuter avec les équipes de Payplug et c'est comme ça que ça s'est fait. Ok, donc bon choix du coup, 3 ans après quoi, j'imagine. Très bon choix, ouais, très content. Ok, super. Peut-être pour bien positionner le sujet, c'est vrai que le paiement, c'est quelque chose qui régit notre quotidien puisque voilà, on échange des services, des prestations et puis le paiement, généralement c'est la dernière étape pour valider tout ça. C'est un marché qui représente plusieurs milliers de milliards de dollars à l'année. Toi, avec Payplug, tu en adresses une bonne partie sur un marché européen. Est-ce que tu peux nous présenter Payplug, la genèse, d'où vient Payplug en fait ? Alors Payplug, c'est une société française qui a un peu plus de 10 ans, 12 ans maintenant, qui a été fondée par 2 Français, Antoine Grimaud et Camille Thian. Ouais. Antoine Grimaud étant toujours le directeur général de la boîte. Et le métier de Payplug, c'est de proposer une solution d'encaissement pour les marchands, que ce soit des retailers ou des e-commerçants qui ont besoin d'encaisser des paiements par carte bancaire, quel que soit leur canal de vente, donc que ce soit en boutique ou que ce soit sur un site e-commerce, que ce soit à distance via les réseaux sociaux. Et donc à la base, le projet Payplug est né simplement de la volonté de vouloir proposer une expérience d'encaissement différente pour les marchands. Okay. Parce que c'était un marché qui était quand même trusté plutôt par les banques qui, sur la partie e-commerce, avaient commencé à développer des gateways qui étaient avec des UX qui étaient assez pauvres, avec assez peu de fonctionnalités, assez peu d'innovation il y a une quinzaine d'années. Et donc la boîte s'est construite comme ça, d'abord sur le e-commerce, et puis progressivement, on a commencé à étendre nos différents produits en allant aussi s'intéresser un peu plus à l'in-store, en proposant des solutions d'encaissement magasin, donc via des terminaux de paiement. Okay. Et aujourd'hui, la boîte se porte plutôt pas mal, parce qu'on est 350, à peu près aujourd'hui, un peu moins. On a à peu près 17 000 marchands, on adresse principalement le marché français, on travaille aussi avec des grands marchands à l'international qui ont besoin d'encaisser sur le marché français. Et puis, surtout, on est en concurrence avec des mastodontes comme Stripe, Adyen ou PayPal qui dominent assez outrageusement le marché des paiements. Donc, on arrive à se faire une place sur le marché français et Sud-Europe. Donc, pour l'instant, ça se passe plutôt très bien. Ok, top. C'est vrai que tu m'avais dit que vous faites, je crois, à peu près 11 milliards de volume de transactions à l'année. C'est ce qu'on avait fait l'année dernière, ouais, à peu près. Okay. Donc, on va faire à peu près entre 20 et 30% de croissance cette année. Ok, génial. Donc, tu mets ça en perspective
des Stripe Adyen qui, eux, l'année dernière, leur chiffre, c'était plutôt 1000 milliards de flux à l'échelle internationale. Donc ça te donne à peu près une idée de ce contre quoi on se bat, quoi. Ok, mais en même temps, vous devenez aussi un leader européen, français, donc c'est bien de voir aussi des solutions locales se lancer, quoi. Ouais. Peut-être juste pour expliquer à l'audience, vous proposez en fait du paiement omnicanal, donc ça veut dire à la fois en ligne et en boutique. Tout à fait. Si tu peux peut-être développer un petit peu sur ce sujet. Ouais, alors, dans le paiement, il y a deux choses qui sont importantes à avoir en tête. Il y a ce qu'on appelle l'acceptation et l'acquisition. L'acceptation, c'est la brique technologique qui va permettre à un commerçant de pouvoir accepter un paiement. Donc, en magasin, en fait, c'est le terminal de paiement et l'application qui est à l'intérieur. Et quand on est sur un site e-commerce, on propose, nous, aux commerçants, d'installer ce qu'on appelle des modules ou des plugins qui s'installent assez facilement sur un site, qui peut être construit sur Shopify, PrestaShop, Magento, Salesforce, et qui va permettre aux marchands d'accepter le paiement, là où le client renseigne ses codes de carte bleue. Ça, c'est la partie acceptation qu'on propose aujourd'hui. Et on a réussi à développer nos solutions d'acceptation. Soit on le fait complètement in-house, soit pour certains modules, on fait appel à des agences externes. Et il y a tout ce qu'on appelle la partie acquisition. La partie acquisition, c'est la partie du paiement où on va faire transiter les flux depuis la banque du porteur de carte jusqu'à la banque du commerçant, en passant par les réseaux de cartes CB, Visa, Mastercard. Et donc nous, PayPlug, on fait les deux. C'est-à-dire qu'on propose aux marchands des solutions d'acceptation et on leur propose aussi l'acquisition qui permet de faire passer les flux de la banque de leurs clients sur leur compte bancaire. Ok, super, très clair. Peut-être parler un petit peu plus du groupe aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous caractérise en termes de valeur aujourd'hui? Alors, ce qui est terrible, c'est que j'avais révisé les 5... On a 5 valeurs, je ne sais plus. On a 5 valeurs, et je vais être tout à fait honnête, je ne les connais pas par cœur. Donc voilà, je suis tout à fait honnête. Il y en a une, c'est authenticité, je crois. Il y en a une, c'est authenticité. Il y en a une, je ne les connais pas toutes, c'est terrible. Il y en a deux quand même que j'ai retenues et qui sont aussi importantes pour moi. La première, c'est collectif. Ça, c'est un truc sur lequel on est plutôt assez bien porté chez PayPlug. Et je fais une petite digression, mais il y a quelques années, donc il y a 3 ans et demi, quand je passais des entretiens chez PayPlug, je me souviens, c'était Antoine qui m'avait pris en fin de process au bout de la 3e ou 4e étape du processus de recrutement, et puis qui, après les présentations et banalités d'usage, m'avait posé la question, il m'avait dit « Ok, qu'est-ce que tu as compris des valeurs de PayPlug ?» Donc là, j'ai dû baragouiner un truc un peu mytho parce que, évidemment, je n'avais pas vraiment bossé le sujet. Mais toujours est-il qu'il m'avait effectivement parlé de cette valeur de collectif qui est associée aussi à la valeur de bienveillance. Hein, les deux vont aussi ensemble. Et en fait, quand je suis arrivé chez PayPlug, c'est quelque chose qui m'a assez marqué. Cette capacité qu'a eu à la fois Antoine, à la fois tout son groupe, tout son COMEX, tous les managers et puis aussi toute la boîte a aussi incarné cette valeur. Moi, je suis passé dans 3-4 boîtes avant qui se targuaient toutes d'avoir... des valeurs de cohésion, des valeurs de plein de trucs qui étaient soi-disant incarnés un peu par tout le monde, et puis c'était un peu galvaudé, c'était pas très vrai. Là, cette valeur, en tout cas, de collectif et de cohésion, c'est quelque chose que j'ai retrouvé à peu près à toutes les strates de l'organisation, et on sent qu'il y a quand même une volonté assez forte à la fois du management, mais à la fois de toutes les équipes, de soutenir un projet commun qui est de réussir à faire de PayPlug le leader du paiement français à horizon de 3 ans. Quoi. Okay. Donc cette première valeur, pour moi, elle est importante. Et on le porte aussi à la fois en interne auprès de nos équipes, les équipes avec qui je travaille aujourd'hui, on essaie de construire un collectif derrière un but commun, donc les individualités sont importantes, mais il faut réussir à faire en sorte que les objectifs communs soient au-dessus des objectifs individuels. Et puis on le fait aussi à l'externe, c'est là aussi toute la clé des partenariats, c'est que si on n'est pas collectif avec nos partenaires, en fait ça ne marchera pas. Donc ça, c'est la première valeur, c'est la valeur de collectif. Et la deuxième valeur, c'est la valeur de précision. Pourquoi ? Parce que on est dans le... Alors, j'allais dire, dans le paiement, il faut être précis, mais en fait, quel que soit le secteur dans lequel on bosse, il faut être précis dans ce qu'on fait, sinon ça ne marche pas. Mais en fait, si on n'est pas précis, à la fois dans la manière dont on défend son produit, dans la manière dont on met en place un partenariat, dans la manière dont on définit des objectifs avec des partenaires, si on ne fait pas preuve de précision, mais qu'on laisse un flou exister, en fait, on va droit dans le mur parce que le flou laisse place à une interprétation qui ne sera pas forcément la même en fonction des personnes. Et donc, s'il y a un désalignement des objectifs, en fait, ça ne peut pas marcher. Donc, collectif et précision, c'est deux des valeurs qui sont importantes pour nous, qui sont importantes pour moi. Et puis après, il y a l'authenticité et puis 2 autres que j'ai oubliées. Ok, écoute, en tout cas, je pense que tu les as bien vendus, Antoine, puisque tu es là aujourd'hui. Merci. Si on plonge peut-être un peu plus dans l'organisation qui va t'entourer aujourd'hui, commercial, marketing, vous êtes structuré comment à ce niveau-là ?
Alors, on a aujourd'hui, donc on est 330. On a les grandes fonctions au niveau de l'entreprise qui sont évidemment la partie product et tech qui est gérée par une personne qui s'appelle Armand, qui est CPTO aujourd'hui, Ok. et qui a récupéré les deux organisations. On a une équipe marketing, on a une grande équipe commerciale au sein de laquelle tu as à la fois les métiers commerciaux plutôt new business, donc sur l'acquisition de nouveaux clients, et à la fois les équipes partenariats. Donc vraiment, on a les équipes partenariats qui sont rattachées aux équipes commerciales et qui travaillent au direct au jour le jour, que ce soit les partenaires managers avec les commerciaux ou les head of sales. Et ça fonctionne plutôt très bien. Et on a une dernière équipe à côté de tout ça, qui est l'équipe opération, dans lesquelles on a notamment intégré toutes les équipes account management et support, donc qui n'est pas directement rattachée à l'équipe commerciale. Et donc après, on a évidemment toutes les équipes juridiques, légales, etc., qui sont autour de ça. Mais on a Product and Tech, donc pour gérer toute la partie produit. Et après, le business est organisé autour de 3 grands pôles: marketing, sales et opération. Ok, donc bien distinct chacun. Okay. Ouais. Super. Peut-être une dernière question par rapport aussi au groupe. Comment vous bossez aujourd'hui avec BPCE? C'est vrai que c'est un mastodonte, une grande banque française qui vous ont racheté je ne me rappelle plus la date, mais il y a quelques années. Ouais. Comment ça se passe aujourd'hui, la collaboration avec eux? Alors, ça se passe plutôt très bien. En fait, BPCE a racheté Payplug en 2017, donc ça fait à peu près 7 ans, un peu plus de 7 ans que BPCE a fait ce move. Et c'était à un moment donné où BPCE, via Natixis Payment, qui n'existe plus aujourd'hui, a décidé de faire plusieurs acquisitions dans le domaine du paiement, et notamment 2 importantes, qui sont donc Payplug. Et la deuxième, c'était une entreprise qui s'appelait Dalenis, anciennement Rentability Web, anciennement B2B, qui était une autre fintech française qui était spécialisée dans le paiement, qui eux avaient un positionnement beaucoup plus à l'international sur de l'acquisition e-commerce, notamment sur des verticales gambling, gaming et high risk. Filiale avec qui Payplug a d'ailleurs fusionné il y a 2 ans, parce qu'on a fusionné avec Dalenis à l'été 2022. On a fêté les 2 ans et demi cet été. La collaboration se passe plutôt très bien aujourd'hui. Il y a eu des moments parfois un peu compliqués, notamment au moment du rachat, parce qu'il a fallu commencer à Payplug, commencer à nous mettre un peu en conformité avec la manière dont fonctionne un grand groupe bancaire comme BPCE, donc c'est pas du tout les mêmes façons de travailler. BPCE a aussi eu cette... alors j'allais dire à la fois cette gentillesse, c'est pas le mot, mais aussi l'intelligence de laisser à Antoine, parce qu'il croyait beaucoup en Antoine, de l'autonomie pour pouvoir gérer Payplug. Donc ça, on a BPCE qui est au board et qui donne son avis et donne ses recommandations sur la stratégie de Payplug à moyen et long terme, mais il nous laisse quand même une certaine autonomie dans nos choix produits, dans nos choix de distribution, dans nos choix de partenariat. Donc ça, c'est plutôt très bien. Et c'est surtout BPCE un partenaire j'allais dire 360, parce qu'on fait énormément de choses avec eux. Ça va être à la fois un partenaire de distribution, parce que Payplug est une solution qui est distribuée dans les réseaux Banque Populaire et Caisse d'Épargne aujourd'hui. Alors on n'a pas non plus la proximité qu'on voudrait avoir avec tous les chargés d'affaires, mais en tout cas on est un produit qui est dans leur catalogue, et on a eu énormément de succès commerciaux avec eux, notamment pendant la période Covid et après Covid, parce qu'il fallait faire du e-commerce à tout prix. Donc Payplug a eu son moment de gloire au sein du réseau BPCE à ce moment-là. BPCE, c'est aussi un partenaire d'influence, parce que quand on commence à travailler sur des opportunités commerciales avec des grosses marques du groupe Mullier, par exemple, ou des grosses marques emblématiques du marché français qui ont des réseaux locaux qui sont assez énormes, il y a quand même une chance non négligeable pour que BPCE soit pas loin, soit via la Caisse d'Épargne, soit via les banques populaires, que ce soit au niveau des financements, ou alors parce qu'ils ont des contrats monétiques, ou parce qu'ils bossent d'une manière ou d'une autre avec des filiales locales. Donc c'est un réseau d'influence qu'on peut utiliser. Et puis surtout, c'est un partenaire technologique qui est assez important, et qui est un de nos différenciants pour pouvoir concurrencer des Adyen, Stripe et Co. Pour plusieurs raisons, parce qu'il y a des raisons technologiques, parce qu'en fait aujourd'hui notre brique de processing est en partie gérée chez BPCE, mais surtout parce que en fait dans le paiement, BPCE est le plus gros émetteur de cartes bancaires en France et en Europe, un des plus grands. À la limite. Ils ont à peu près 20% de part de marché en France. Et en fait, dans le paiement, il y a un truc qui est très important. Quand vous payez, notamment sur un site e-commerce, en fait, il y a tout un processus qui fait qu'on va devoir, nous, interroger la banque porteur de carte pour savoir s'il n'y a pas de risque de fraude, etc. Et en fait, sans rentrer dans le détail, le fait que nous, Payplug, on puisse avoir accès à la connaissance des porteurs de cartes BPCE, en fait, ça permet d'offrir aux marchands des outils de performance supplémentaires
pour pouvoir avoir des taux d'acceptation des paiements qui sont plus importants que nos concurrents sur le marché français. Donc en gros, dit plus simplement, l'appartenance à BPCE nous donne accès à des technologies et à de l'information qui nous permet d'être meilleurs et d'avoir un différenciant sur le marché français. Okay. Et après, il y a évidemment plein d'autres choses, mais ce qui fait que BPCE est, au-delà d'être un acteur avec une très grosse réputation sur le marché, on en tire profit sur plein d'aspects, d'un point de vue distribution, influence, partenariat et technologique. Ok, donc aujourd'hui, ça t'aide aussi dans les signatures, tu me disais un groupe Mullier, etc. Mais, par exemple, ouais, vous avez 17 000 clients. Ouais. Tu peux peut-être en citer quelques-uns et juste expliquer peut-être un peu comment ils bossent avec vous. Je sais que tu me parlais, il y en a qui font peut-être que de l'e-commerce, d'autres ça va être omnicanal, d'autres tu vas peut-être segmenter qu'une partie. Tu me parlais d'orchestration de paiement aussi avant l'épisode où tu vas être très bon sur du réseau CB, donc carte bancaire. Est-ce que tu peux peut-être un peu détailler à ce niveau-là? Ouais, on a deux typologies de marchands. Alors, on adresse un segment de marché qui est quand même en réalité assez élevé parce que n'importe quel business qui encaisse du paiement carte, il y a pas mal de boîtes qui sont concernées par ça. Nous, aujourd'hui, on a 4 verticales principales avec lesquelles on travaille. Tu vas avoir typiquement les verticales qui vendent des produits en B2C. Tu vas avoir la mode, avec tout ce qui est dérivé, vêtements, accessoires, bagagerie, etc. Tu vas avoir tout ce qui est beauté, santé, cosmétique, maison, ameublement, déco, et tu vas avoir une dernière verticale plutôt sur tout ce qui est alimentation, hors café, hôtel, restaurant. Okay. Donc ça fait que tu as quand même un scope qui est assez large. Nous, aujourd'hui, on adresse deux typologies de marchands. Les premiers, c'est les marchands qui vont plutôt être à la recherche d'un paiement, je dirais, full service, pour utiliser un anglicisme, c'est-à-dire ils ont besoin d'avoir un partenaire paiement qui leur offre des solutions d'acceptation et d'acquisition sur l'ensemble de leur canaux de vente. Donc un exemple que j'aime bien citer avec qui on travaille, c'est Sigal par exemple, qui est une marque qui fait des vêtements techniques, qui a un réseau de boutiques et qui a aussi un site e-commerce. Mais en fait aujourd'hui, nous, on lui propose une solution qui permet de se plugger sur son site web, qui permet d'encaisser directement en boutique et qui permet d'aller capter les flux. Donc ça, typiquement, c'est exactement le genre de marchand avec qui on travaille et avec qui on aime bien bosser. Avec de plus en plus l'ambition sur les années prochaines de monter sur des cibles enterprise, enfin mid-market enterprise, c'est-à-dire d'aller sur des marchands qui commencent à encaisser 100, 200, 300 millions d'euros de chiffre d'affaires sur un réseau français et aussi international avec Benelux, Italie, Espagne. Donc ça, c'est des marchands avec qui on aime bien travailler. On a aussi une deuxième typologie de clients qui sont plutôt des clients qui, eux, vont avoir une stratégie paiement qui est beaucoup plus mature, parce qu'ils ont des volumes d'encaissement qui sont beaucoup plus importants, et qui sont des marchands qui ont une stratégie paiement, je dirais, multi-acquéreur orchestrée. Alors, ça veut dire tout simplement qu'en fait, ils ont besoin d'avoir plusieurs partenaires de paiement, tout simplement parce qu'ils ont une couverture géographique et des volumes qui sont tellement importants qu'ils ont besoin d'avoir, en fonction d'un certain nombre de règles, des partenaires paiement différents. C'est-à-dire, je donne un exemple, ils ont besoin d'encaisser à la fois de la carte aux États-Unis, à la fois de la carte en France, à la fois en Italie, à la fois en Chine. Mais en fait, ils ont la possibilité de pouvoir trouver le bon partenaire paiement qui, dans chaque pays, va lui proposer les bonnes facilités de paiement, les bons moyens de paiement ou les meilleurs taux d'acceptation parce que, je prends l'exemple de Vplug, on fait de l'acquisition CB sur le marché français, CB est un scheme local, et donc on sera meilleur qu'un Stripe ou qu'un Adyen pour le marché français. Par contre, Adyen ou Stripe va être meilleur que nous sur le marché américain. Donc ces marchands-là, nous on les aborde avec ce différenciant qui est l'expertise CB française. Et donc là, on va travailler on travaille typiquement avec VP ou avec Back Market, qui sont des marques qui ont plusieurs partenaires paiement et avec qui on va travailler nous, sur le marché français. Ok, super intéressant. Et c'est vrai que c'est une grande tendance en ce moment, je trouve aussi, l'orchestration de paiement. Ouais. Et donc ça revient à ce que tu disais sans rentrer dans un long débat, mais faciliter du coup les taux d'acceptation pour mieux répondre et faciliter la vie des clients. Et puis ce que tu me disais aussi avant l'épisode, c'est que parfois 1% ou 1 point de taux d'acceptation en plus, parfois fait gagner des centaines de milliers, voire beaucoup plus à des marchands, quoi. Tout à fait. Ok. Pour plonger vraiment aussi dans le cœur des partenariats, ce pourquoi on fait cet épisode, Payplug génère aujourd'hui 80% de ses revenus grâce à ses partenariats. En dehors de ce chiffre énorme, on va vraiment détailler tout ce que vous faites aujourd'hui. Pour en revenir, c'est vrai que la société a plus de 10 ans maintenant. C'était quoi la genèse des partenariats chez Payplug ? C'est une bonne question. Si je reviens il y a vraiment quelques années en arrière, et quasiment, je pense que ça va faire 8 ans, 9 ans maintenant, j'ai un de mes collègues qui s'appelle Vincent Viosi, qui est l'un des plus anciens salariés de Payplug et qui porte aujourd'hui la majorité du new business chez nous. En fait, quand il est arrivé chez Payplug il y a quelques années, il a compris un truc avant tout le monde, c'était
quand à l'époque on proposait uniquement un produit e-commerce, on avait un module sur PrestaShop qui tournait vraiment plutôt pas mal. On était le premier PSP français, je pense, à avoir un module sur Presta. Et puis après qu'on a développé sur WooCommerce, Shopify, Magento, etc. En fait, il a été le premier à comprendre qu'il fallait absolument passer par les agences web pour pouvoir distribuer notre produit. Okay. En fait, entre aller démarcher des marchands en direct et passer par des agences qu'on allait former, qu'on allait éduquer, qu'on allait embarquer dans des programmes partenaires et qui allaient devenir prescriptrices de notre produit, à la fois parce qu'on pouvait mettre en place des contrats d'apport d'affaires, mais surtout parce qu'on leur proposait un produit qui était le bon produit pour leurs clients et surtout l'accompagnement pour leurs clients, mais aussi pour eux en tant qu'agence autour du paiement, et ben en fait, ça allait leur permettre à elles en tant qu'agence de développer leur business parce qu'elles allaient avoir une expertise en plus et des sources de revenus en plus. Okay. Et donc ça, en fait, il l'a compris avant tout le monde. Et ce qu'il a commencé à faire, c'est qu'il a commencé à aller voir toutes les agences web de la place, donc les plus grosses aujourd'hui, pour en citer quelques-unes avec qui on bosse. On travaille avec Axome, on travaille avec Colors, on travaille avec Zios. On travaille avec toutes ces agences-là qui aujourd'hui, elles accompagnent les marchands dans la construction, la refonte ou la migration de leur site e-commerce. Et alors évidemment, après, se spécialiser sur plein d'autres choses à côté, sur du référencement, sur du marketing, etc., sur de l'acquisition. Mais leur métier, le point de départ, c'est ça. Et donc, ce qu'a compris Vincent, c'était de se dire, on va former les agences à faire en sorte de, au-delà de conseiller les marchands sur leur stratégie e-commerce au sens large, on va aussi les former pour qu'elles puissent avoir une expertise paiement et qu'elles proposent la meilleure solution de paiement pour les marchands. Et si c'est PayPlug, c'est encore mieux. Donc, il est allé voir toutes ces agences. Et il a formé les agences au paiement, à ce que c'était que la DSP2, donc la directive de sécurité des paiements, comment est-ce qu'on pouvait gérer la DSP2 en tant que marchand, quels étaient les impacts du frictionless, de stratégie frictionless pour les marchands, quel était l'intérêt d'avoir des moyens de paiement fractionnés comme monnaie pour les marchands pour augmenter leur panier moyen, quel était l'intérêt d'avoir une page de paiement intégrée plutôt qu'une page de paiement redirigée. En fait, il a fait tout ce travail-là avec les agences, ce qui fait qu'en fait aujourd'hui, effectivement, les partenaires, ça représente 80% de nos revenus, mais les agences représentent à peu près 50% de notre newbies tous les ans, parce que depuis 10 ans, on a réussi à avoir une stratégie de distribution, de formation, d'éducation et d'enrôlement des agences autour d'un programme partenaire qui est fort. Ouais, super intéressant. En plus, généralement, quand tu as cette stratégie, tu vas avoir du business qui est directement qualifié aussi. Donc, tu simplifies le travail de tes équipes commerciales derrière. Donc, en tout cas, ouais, c'est super intéressant. Absolument. Et c'est surtout un travail qui se fait sur le temps long. C'est-à-dire que aujourd'hui, les agences, on a évidemment, nous, des chargés de partenariat qui font le lien avec leur réseau d'agences et qui font ensuite la passation entre les opportunités commerciales qui arrivent des agences qui sont déjà qualifiées ou préqualifiées en fonction du niveau de maturité de l'agence. Tu as des agences qui veulent parler paiement avec leurs clients, tu as des agences qui sont aussi plutôt frileuses par rapport à ça parce que c'est des sujets qui sont quand même techniques. Donc après, chaque chargé de partenariat fait son organisation avec ses partenaires. Donc on a les chargés de partenariat agences qui font le lien entre les agences, le marchand et puis ensuite l'équipe commerciale. Mais c'est vraiment un travail qui s'est fait sur plusieurs années et il ne faut vraiment pas négliger cette partie éducation. Il faut faire confiance au temps long parce que c'est dans le temps long qu'on réussit à faire de nos partenaires des vrais prescripteurs de nos solutions. Ouais, et là, je pense que tu donnes un très bon conseil aux gens aussi qui nous regardent ou qui nous écoutent. C'est vraiment les partenariats, ce n'est pas quelque chose qui prend quelques semaines à mettre en place, c'est vraiment sur la durée. Et en tout cas, voilà, c'est un très bon exemple que tu donnes, quoi. Tu as combien à peu près aujourd'hui de partenaires en agence ? Alors, question piège, ouais, plein. Dans nos decks, on dit qu'on a 800 partenaires. En fait, la vérité, c'est qu'on a, si on prend le nombre total d'ID par un, d'ID partenaires qu'on a dans nos fichiers, en fait, on en a plusieurs milliers. Et puis, si en fait, on réfléchit selon une logique de Pareto, en fait, on a 20% de nos partenaires qui nous génèrent 80% de nos revenus. Donc, aujourd'hui, on a vraiment les agences sont vraiment les partenaires qu'on a le plus en portefeuille parce que c'est ceux qui sont historiquement le plus importants. Mais aujourd'hui, on a développé des nouvelles verticales où on travaille avec des éditeurs de solutions SaaS verticalisés, on travaille avec des prestataires retail qui sont plutôt dans le service, on travaille avec des mainteneurs, on travaille avec des logiciels de caisse, on travaille avec des intégrateurs, on travaille avec des constructeurs. En fait, tous les gens qui aujourd'hui travaillent avec les mêmes marchands que nous, en fait, on les voit comme un partenaire potentiel. Ouais. Donc, en fait, notre profondeur de marché, elle est quasi infinie. J'en discutais l'autre jour avec quelqu'un d'autre, mais c'est vrai que le paiement a pour vocation aussi à être intégré, finalement, puisque le but, c'est d'être je ne sais pas si c'est le plus invisible, parce que tu as quand même une marque qui est forte derrière, mais c'est quand même d'être invisible pour le client au moment du paiement et faciliter les opérations. Donc, si je reviens à ça aujourd'hui, tu as plusieurs, finalement,
profils de partenaires idéaux, je dirais, pour justement intégrer tes solutions? Ouais, il y en a plusieurs et en toute honnêteté, je pourrais pas te designer Ouais. le cariotype spécifique du partenaire. En fait, il y a quand même quelque chose sur lequel il faut être un peu... faut pas être naïf en fait dans la manière dont on gère des partenariats. Et moi-même, je l'ai aussi un peu été. En fait, je disais qu'il faut que le partenaire ait le même client que nous. Et si je fais un peu le travail à rebours, nous en fait aujourd'hui, chez Pepplug, on a très bien identifié notre cible. C'est Camille, notre directrice commerciale, notamment sur la première cible que j'ai évoquée, qui a fait un énorme travail de mapping et d'identification des clients avec qui on a envie de travailler, que ce soit par vertical, par typologie de produit, par messaging et par approche commerciale. Aujourd'hui, on sait que ces marchands, ils ont dans leur écosystème, pour gérer leur activité au quotidien, que ce soit en e-commerce ou en retail, ou les deux, ils ont entre 6 et 10 partenaires, que ce soit des partenaires technologiques ou des fournisseurs des prestataires de services ou des fournisseurs de solutions. En fait, on se rend compte qu'il y a des grandes typologies qui se démarquent. En fait, ces marchands, ils vont avoir une agence web, celle avec qui on travaillait que j'évoquais tout à l'heure. Et ils vont avoir, s'ils ont un business en boutique, ils vont avoir un logiciel de caisse pour pouvoir gérer l'encaissement au magasin. Ce logiciel de caisse, il va être installé sur du matériel qui va être fourni par un fabricant de matériel, voire un distributeur de matériel. Ils vont avoir besoin d'un terminal de paiement, un ou plusieurs, qui va être fourni par un acteur qui s'appelle un mainteneur, monéticien. Okay. Donc il y en a plein aujourd'hui en France. C'est un marché qui est assez concurrentiel, même si tu as un top 6-7 qui se partage à peu près 80% du marché. Si c'est un gros marchand international, il va potentiellement avoir un orchestrateur qui lui permet de bosser avec plusieurs acquéreurs. Si par hasard, c'est un gros marchand qui a construit une marketplace, tu as une chance sur deux que ce soit Miracle derrière. En fait, il y a tout ce travail d'identification des grandes typologies de partenaires avec qui bossent nos clients. Et en fait, de là, on arrive à identifier, par rapport à notre cible mid-market enterprise, quels sont les gros acteurs qui sont présents dans l'écosystème de ce marchand. Et en fait, de là, ça nous permet d'identifier les acteurs avec qui on a envie de travailler. Okay. Et après, une fois qu'on les a identifiés, en fait, l'idée, c'est de se dire, est-ce que tel partenaire va plutôt être un potentiel partenaire d'influence ou un partenaire marketing, parce qu'en fait, on n'a pas d'adhérence produit, ou est-ce qu'au contraire, c'est un partenaire avec lequel il faut absolument qu'on aille chercher une intégration technologique, parce que, ce que tu disais juste avant, dans un parcours de paiement, on a besoin d'intégrer, nos pages de paiement ou nos produits de paiement dans le produit du partenaire. Ok, c'est super intéressant ce que tu dis. Peut-être avant de plonger sur comment tu qualifies tes partenaires, comment est-ce que ton équipe est organisée aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on est, au moment où on se parle, on est en plein dans les mouvements d'orga, chez Pepplug, mais qui sont aussi consécutifs de la fusion avec Dalinis il y a 2 ans, et aussi parce que il y a une réalité, c'est qu'on est dans un environnement qui est ultra concurrentiel et qu'on a besoin à la fois dans nos budgets, à la fois pour l'actionnaire, mais aussi pour la pérennité de l'entreprise, d'aller chercher des 30%, 35% de croissance l'année prochaine, parce que le paiement est un monde dans lequel alors c'est peut-être contre-intuitif, mais en fait c'est par rapport à d'autres produits financiers, c'est un produit sur lequel on ne marche pas beaucoup, le paiement. Donc pour pouvoir continuer à vivre sur le marché français et à atteindre nos ambitions sur le marché français et le marché européen, en fait on a besoin d'aller chercher beaucoup plus de croissance. Et puis on a aussi besoin de finir entre guillemets la fusion avec Dalinis, avec pas mal de chantiers technologiques qui sont en train de se terminer. Mais donc on est en train de réfléchir à la manière dont on va passer à l'échelle sur les partenariats. Et donc l'approche que je suis en train d'essayer de porter auprès des équipes, c'est plutôt d'avoir une approche en termes de spécialisation, parce que je crois beaucoup à la spécialisation et côté commercial. Mon homologue Camille, ce qu'elle a mis en place avec ses équipes, et en fait ça fonctionne, ça marche, okay. de spécialiser les commerciaux avec une approche assez productisée en tout cas. Donc côté partenariat, c'est aussi ce qu'on va imaginer. Et en fait, on peut regrouper les partenariats selon des grandes catégories. Et donc derrière, d'avoir des lead partnerships ou des partner managers qui vont être en capacité d'avoir une réelle expertise sur leur verticale et de pouvoir gérer un pool de partenaires réduit qui va venir servir ma stratégie commerciale et aussi ma stratégie produit. Et donc aujourd'hui, les grandes familles qu'on a, c'est qu'on va avoir une grande famille qui va plutôt être une verticale e-commerce. On va travailler notamment avec des éditeurs de solutions qui peuvent être des éditeurs de solutions marketing comme Klaviyo, comme Splio, de fidélité comme Loyoli. On va travailler aussi en direct avec des agences qui font du CRO, des outils CRO. On est au début du partenariat avec Content Square, dont on est très content de pouvoir lancer ça l'année prochaine. Donc on en a vraiment beaucoup. Donc, tous les acteurs qui vont travailler avec nos marchands sur leur expertise e-commerce.
On va avoir aussi des verticales qui vont être plutôt des verticales issues du retail. Donc là, ça va être les blocs logiciels de caisse, OMS, donc Management System, pardon, qui sont des boîtes comme SoClose, OneStock, Fluent Commerce ou Manhattan, qui sont des boîtes assez technologiques, assez techniques pour notamment optimiser toute la gestion de stock, l'unification des commandes chez les marchands. On va avoir des verticales qui vont être très tournées autour de la monétique. Donc ça va regrouper les mainteneurs, des boîtes comme JDC, comme Avem, comme Silk, qui elles installent, maintiennent et déploient des terminaux de paiement chez les marchands, qui eux peuvent aussi se rattacher avec d'autres acteurs comme les fabricants de terminaux, donc des Ingenico, des Verifone, ou des fabricants de matériel retail, des boîtes comme Zebra ou comme Honeywell qui sont de plus en plus spécialisées sur du matériel de mobilité, donc type PDA qu'on peut voir en magasin pour faire de l'encaissement en mobilité. On va avoir une verticale, on parlait des orchestrateurs tout à l'heure, qui sont travailler directement avec ces acteurs-là. Donc en France, on a des orchestrateurs comme ProcessOut ou comme Purse, mais il y en a aussi beaucoup d'autres à l'échelle internationale, il y en a beaucoup. Donc l'enjeu, c'est aussi de réduire ce nombre de partenaires sur un top 5, top 6 avec lesquels on veut travailler. Et je vais avoir une dernière verticale qui va être beaucoup plus une verticale régionale, où j'ai une personne qui va de plus en plus travailler avec des partenaires à l'échelle internationale, notamment sur la partie Benelux, Italie, Espagne, Portugal, dans une logique où demain, on va avoir besoin de déployer des marchands à l'inter, notamment via des déploiements de boutiques. Donc, on aura besoin d'avoir des partenaires internationaux sur des pays qui ne sont pas forcément couverts par nos partenaires en France. Okay. Donc, ça, c'est mes principales verticales. Et après, au sein de l'équipe, on a aussi deux autres métiers sur lesquels, aujourd'hui, on commence à faire évoluer un peu le regard. Une partie qui est beaucoup plus comptes stratégiques, sur lesquels on a identifié certains comptes qui pourraient se regrouper dans les autres catégories, mais qu'on a envie d'isoler parce qu'en fait, on a besoin de mettre beaucoup plus de poids du corps dessus. Un exemple que je citais tout à l'heure, c'est CB, le groupement carte bancaire, qui est un partenaire institutionnel, un partenaire commercial, un partenaire technologique. On peut faire énormément de choses avec eux. Commercialement aussi, quoi, du coup. Commercialement aussi, évidemment, parce qu'en fait, CB a intérêt à capter des flux cartes versus Visa et Mastercard. Hein, donc, eux aussi, ils ont une stratégie commerciale qui est intéressant de croiser avec la nôtre. Et puis, j'ai un dernier bloc qui est un peu plus nouveau sur la partie partenariat, qui est plutôt un job de product partnership, dans une logique où on va de plus en plus avoir besoin de mettre en avant nos API, de distribuer nos API auprès de partenaires externes. Et donc, en fait, on a des projets d'intégration qui ont besoin de coordonner à la fois nos équipes produits, mais aussi des partenaires ou potentiellement des prestataires externes. Et ça, on fait le pari de se dire qu'on a besoin d'avoir une expertise ici. Ok, super. Donc vous êtes une équipe après entre 5 et 10 personnes, quoi. Exactement. Ok. D'ailleurs, je crois que tu recrutes en ce moment. Donc, on recrute en ce moment, absolument. Donc voilà, si vous êtes intéressé, venez nous voir. Voilà, si vous regardez cet épisode dans un an, peut-être tu recruteras à ce moment-là, mais comme on va le sortir rapidement, vous pouvez postuler. C'est super intéressant. Si je reviens du coup à la qualification de nouveaux partenaires, puisque finalement aujourd'hui tu es bien établi, tu vas aller finalement que sur des partenariats stratégiques qui vont faire évoluer fortement Payplug. Comment est-ce que tu qualifies un partenaire chez toi ? Alors déjà, je vais casser un peu un mythe. On n'a pas de méthodologie toute faite. On n'a pas de checklist qu'on suit avec un process un peu rodé. Ça, en toute honnêteté, on ne l'a pas. Il y a une chose, en revanche, sur laquelle je suis assez attentif, parce que moi-même, je me suis pas mal planté par le passé. En fait, il faut être assez réaliste sur l'ambition qu'on veut donner au partenariat et surtout sur la manière dont le partenaire peut nous apporter du business et sur la manière dont nous, on peut apporter du business au partenaire. On serait tenté, pour des raisons d'affinité avec d'autres boîtes, d'affinité dans les valeurs qu'on peut porter avec un autre partenaire, dans le produit qu'on a aussi avec l'autre partenaire, de croire qu'il y a des partenariats qui vont forcément donner quelque chose. Il faut être assez réaliste et surtout, il ne faut pas être naïf et savoir se dire quel est le partenariat qui va marcher ou pas. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, ça peut assez vite créer des temps qui sont hyper longs, où on cherche à trouver un sweet spot entre une entreprise A et une entreprise B, parce qu'on est persuadé que pour le client final, ça va leur apporter quelque chose, alors qu'en fait, ça ne leur apportera que dalle. Okay. Donc, la méthodologie, alors elle est assez classique, mais il y a un premier point de départ qui est celui-ci. C'est est-ce que le partenariat tel que je l'imagine, en termes de... Déjà, est-ce qu'on a les mêmes clients ? C'est le premier truc. Et en partant du principe qu'on a les mêmes clients, c'est est-ce qu'on peut s'apporter mutuellement du business ? Et donc, une fois qu'on a répondu à cette question, derrière, la méthodologie, elle est assez facile. C'est il faut
identifier qu'on a mutuellement du temps à s'accorder pour pouvoir travailler sur le partenariat. Il faut mutuellement valider que le partenaire A va permettre au partenaire B d'aller atteindre sa cible de demain, et inversement. Et derrière, c'est travailler ensemble sur OK, quelle est la roadmap qu'on met en place pour pouvoir y arriver. Donc là, ça passe par du marketing, qu'on investisse ou pas des sommes plus ou moins élevées, mais est-ce qu'on crée du contenu ensemble? Est-ce qu'on fait des prises de parole ensemble? Est-ce qu'on s'affiche ensemble, oui ou non? Quels sont les objectifs de visibilité, de branding, de réputation, de lead gen qu'on veut avoir? Il faut former les équipes commerciales mutuelles aux nouveaux produits. Et là, ça veut dire former et faire connaître le partenariat en interne. Ça, c'est hyper important. Et derrière, c'est aussi au partenaire manager de faire vivre ce partenariat. Donc en interne, c'est évidemment ce que j'ai dit, et surtout en externe, de continuer avec le partenaire, de travailler sur des business reviews, de faire des revues de pipe croisées, de demander des recommandations croisées pour pouvoir faire vivre ce partenariat. Ouais. Et donc tu soulèves plusieurs bons points, je pense là notamment de partir du client. Finalement, le but c'est d'amener de la valeur communément, mais à ton client final. Et puis finalement, de ce que j'entends aussi, rationaliser, puisque finalement, peut-être, je sais pas, je dis quelque chose, mais je reviens à ce 80-20 que tu disais avant, mais peut-être pour 50 partenaires potentiels, tu vas peut-être en signer 4-5, mais les faire bien, quoi, plutôt. Tout à fait, absolument. En fait, il n'y a rien de pire que d'avoir, enfin, en tout cas, c'est mon opinion, mais je pense qu'il n'y a rien de pire que d'avoir un pool de partenaires qui est trop grand, trop important, et d'avoir des responsables de channel ou des responsables partenariats qui n'ont pas le temps de s'occuper correctement de chacun des partenaires. Je préfère qu'on en ait 5 qui soient bien identifiés, qu'on ait définis comme stratégiques, avec lesquels on a des objectifs communs, une roadmap commune, une ambition commune, des valeurs partagées, et qu'on fasse le maximum pour que ce partenariat soit connu en interne, ça vive en interne, ça vive chez le partenaire, ça vive en externe, et qu'on fasse le maximum autour de 5, plutôt que se dire qu'on en a un maximum et qu'en fait on ne les exploite pas suffisamment. Parce que quand on a trop de partenaires, et ça encore une fois c'est ma conviction, mais quand on a trop de partenaires, et donc de l'overlap entre des partenariats où on va bosser avec deux boîtes qui vont être complètement concurrentes, et en fait on va raconter un peu la même histoire avec les deux, en fait ça brouille le message. Et ça brouille le message à la fois en interne, donc ce qui fait que les équipes ne sont pas forcément engagées autour d'un partenariat, qui pourrait apporter quelque chose à la fois aux sales, mais à la fois aux équipes marketing, aux équipes produits. Et ça brouille le message aussi en externe. Alors je nuancerais quand même en disant qu'il ne faut pas non plus être complètement exclusif et qu'il y a une certaine agnosticité à avoir, ça c'est important. Mais en ce qui concerne les partenariats, et en tout cas nous, au moment de notre développement où on est plutôt dans une logique où on réduit les portefeuilles pour se concentrer sur les partenaires qui vont être essentiels, ou en tout cas qu'on juge vraiment essentiels pour nous permettre d'atteindre nos objectifs d'ici dans les 2 ou 3 prochaines années. Ok. Ouais, c'est super intéressant. Enfin, je partage entièrement cet avis. Je pense te donner un excellent conseil. Peut-être pour justement aller dans ce que tu dis sur bien travailler avec tes partenariats. Quel KPI aujourd'hui tu as mis en place? Comment tu mesures l'efficacité de tes partenariats? Aujourd'hui, à date, c'est vraiment des indicateurs commerciaux. Vraiment très simplement. En fait, on a, nous, aujourd'hui, chez PayPlug, notre métier, en tout cas, notre mission, notre objectif, c'est de réussir à déployer nos solutions de paiement chez des marchands. Donc, on a une logique d'acquisition. C'est aussi simple que ça. Donc, on va toujours voir les partenariats avec une finalité, c'est est-ce qu'un partenariat me permet d'aller chercher des nouveaux clients? Ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Ensuite, la deuxième question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que ce partenaire va me permettre d'aller chercher ce client-là? Donc, tu vas avoir des partenariats qui sont des partenariats d'apport d'affaires. Ça, c'est très simple, avec des business models de rev share. Ça, je pense qu'on a vraiment rien inventé là-dessus. Par contre, on le fait très bien et on a un assez gros réseau. Donc, tu as l'apport d'affaires. Et donc là, la manière de mesurer l'apport d'affaires, c'est très simple. C'est combien de marchands est-ce que tu m'as apporté sur les 12 derniers mois ou sur les deux dernières années. Et derrière, combien de volume est-ce qu'on fait passer, combien de chiffre d'affaires ça me génère, etc. Donc ça, c'est vraiment un KPI commercial. Et après, derrière, tu peux avoir des indicateurs qui sont beaucoup plus indicateurs de performance avec le nombre de business reviews réalisés avec le partenaire, le nombre d'intros qui ont été faites, est-ce que ces intros ils ont été qualifiés, quel est le taux de closing qu'on a eu sur ces intros, est-ce que c'était plutôt des marchands qui étaient très e-commerce, est-ce que c'était des marchands qui avaient aussi besoin d'encaissement en magasin. Après, derrière, on peut mettre tous les KPI de performance qu'on veut, mais la finalité de mesure de l'efficacité d'un partenariat d'apport d'affaires, c'est le business. Ça, c'est aussi simple que ça. Après, on va avoir des partenariats qui vont pas forcément avoir des modèles d'apport d'affaires, mais qui vont plutôt avoir des modèles de lead sharing, de partage d'opportunités. Ça, c'est le cas avec beaucoup d'éditeurs de solutions e-commerce.
parce qu'en fait, elles sont elles aussi dans une logique d'acquisition. Et donc, en fait, d'avoir des modèles de rev share, ça ne les intéresse pas trop. Moi aussi, quand des fois, il y a des boîtes qui me disent on peut te faire du rev share, Alex, ça ne m'intéresse pas des masses parce que c'est pas ça qui va me changer grand-chose à mon compte de résultat. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire l'acquisition. Donc, on est sur de l'ouverture d'opportunités. Et donc là, c'est une logique très simple, c'est en fait, est-ce que ce partenaire, sur les 12 derniers mois, il m'a fait 1, 2, 3, 4, 5 intros. Est-ce que ces intros, c'était sur la liste des top marchands que j'ai déjà identifiés? Est-ce que ces intros, elles sont arrivées au bout? Est-ce que j'ai du volume qui est passé? Donc la finalité, c'est est-ce que j'ai réussi à générer du business avec ce partenaire? Et après, après, on peut rentrer dans tout le détail de comment est-ce qu'on fait pour identifier les intros croisés. Est-ce que pour avoir une intro, il faut que je donne une intro? Quelles sont les mécaniques qui sont associées à ça? Il y a vraiment plein de choses qu'il va imaginer, mais la finalité, c'est celle-ci. C'est est-ce que ce partenaire peut m'aider à rentrer chez un client? Et après, tu vas avoir les partenariats qui sont un peu liés à celui-là, qui sont plutôt les partenariats d'influence. Donc, on est peut-être moins sur de l'introduction, mais c'est est-ce que ce partenaire va me permettre d'aller influencer des cycles de vente chez des gros marchands, mid-market, enterprise avec qui je travaille. Et tu vas avoir les derniers partenariats qui sont les partenariats technologiques, c'est-à-dire les partenaires avec qui on va chercher une intégration technique. Et donc l'indicateur de mesure de l'efficacité, c'est forcément le business, parce que qui dit intégration technologique dit investissement humain, financier. Donc derrière, il faut que ça te rapporte de l'argent, quoi. Ok, bien sûr. Donc je t'ai mis un tunnel pour en fait, te répondre. Le KPI, c'est la génération de chiffre d'affaires. Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis, puisque au final, finalement, ce que tu me dis d'un côté, pour une certaine typologie de partenaire, c'est que tu es moins intéressé à avoir du revenu sharing. La valeur finale apportée, c'est le client, c'est ton acquisition. Ok. Tu parlais d'influence justement. Ouais. Donc aujourd'hui, vous générez 80% des revenus avec les partenaires. Ouais. Est-ce que tous tes deals, tu as un partenaire qui est impliqué? Enfin, on en revient, mais le paiement, c'est super intégré, ça doit être super fluide. Est-ce que dans tous tes deals, tu vas retrouver un partenaire ou parfois tu as des deals qui vont sortir de cette catégorie-là? En fait, aujourd'hui, on a vraiment... alors, j'ai même regardé ce matin, on est plutôt à 85%, okay. 80% sur le New Business 2024. En fait, on a... Sur 17 000 clients, on a quand même une typologie de clients qui est quand même assez large. Donc, c'est quand même une long tail, mais 80 qui sont quand même, on va dire, les petits marchands, mais tous ceux qui vont générer, qui vont faire moins de 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an, ou même moins de 500 000, en fait, qui sont très nombreux. Eux, ils passent vraiment sur un business de distribution qui sont apportés. Tu vois, on parlait du réseau de BPCE tout à l'heure. Ça peut être BPCE, ça peut être via des agences web, ça peut être via des ERP qui ont intégré nos briques de paiement pour pouvoir faire du paiement dans les factures, par exemple. Je ne rentre pas dans le détail, mais on a... tout un business model de distri qui tourne plutôt bien. Quand on arrive à monter quand on monte sur des cibles qui sont plutôt les cibles mid-market, donc d'ailleurs les marchands qui vont faire entre 10 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, là on va vraiment travailler avec nos partenaires sur de la génération d'opportunités. C'est-à-dire, est-ce que les partenaires vont nous permettre de rentrer chez ces marchands? Okay. Donc on s'appuie forcément sur un réseau partenaire. Et ça passe par un gros travail qui est fait par l'équipe commerciale de qualification, préqualification sur j'ai un marchand de ma target list, quels sont les partenaires avec qui ils travaillent? Est-ce qu'ils sont en capacité d'aller chercher ces informations-là? Et une fois qu'ils ont ces informations, est-ce que derrière, on peut aligner les responsables de partenariat pour pouvoir aller chercher de l'influence justement sur ce client? C'est pour ça qu'en fait, tout le travail de plan de territoire est hyper important et le croisement entre l'équipe commerciale et partenariat est hyper important. C'est qu'il faut réussir à croiser les plans de territoire des commerciaux sur les marques qu'ils ont envie d'aller chercher, sur les verticales que j'ai évoquées tout à l'heure, et les plans de territoire des responsables de partenariat qui, eux, ont un top 5, top 10 de partenaires. Et ils doivent identifier chez ces partenaires quels sont les clients clés qu'il faut aller chercher. Et en fait, si tu arrives à croiser les deux et que tu arrives à faire travailler les responsables de partenariat et les responsables commerciaux ensemble, en fait, tu arrives mécaniquement à générer de l'influence. Parce que d'un côté, ton sales, il va aller faire tout un travail de chasse avec ou sans SDR auprès d'une marque qu'on a besoin d'aller rentrer. Pendant ce temps-là, tu as tes chargés de partenariat qui, eux, vont avoir potentiellement 1, 2, 3 partenaires qui vont pouvoir nous faire de l'influence, qui, eux, vont chercher soit des intros, soit organiser un événement, un petit déjeuner dans un hôtel un peu sympa et inviter le marchand pour que le commercial puisse le rencontrer. On va potentiellement aller mobiliser aussi un peu de ressources côté marketing pour aller créer du contenu avec un partenaire autour de ça. En fait, l'influence, elle se fait vraiment à plein de niveaux et sur tous les marchands qui commencent à devenir, on va dire, assez importants, tous ceux qui sont mid-market enterprise, on ne pourrait pas aller chercher autant de signatures qu'on ne le fait sans nos partenaires. Parce qu'en fait, l'influence, au-delà de juste la lead gen, elle est capitale pour pouvoir rentrer chez des marques
Et après, elle est aussi capitale pour pouvoir influencer un cycle de vente et faire en sorte que nous, PayPlug, on soit recommandés par nos partenaires, qu'on ait ou pas des intégrations technologiques avec eux. Ouais, c'est un très bon point. Puis je pense que tu gagnes aussi beaucoup en confiance auprès du client. Tout de suite, ta crédibilité, elle est augmentée. Tu as dit quelque chose que je veux approfondir, c'est tes équipes commerciales et tes équipes partenariats. Du coup, moi, ce que j'ai vu dans le passé, ce qui marchait bien, c'est de travailler ensemble, de faire de l'account mapping, etc. Est-ce que tu utilises des outils comme Crossbeam ou autres? Peut-être pas. Et deuxième question là-dedans, c'est comment tu les fais bosser ensemble, justement, ces équipes partenariats et commerciales? Ok. Première question, nous on utilise, on est plutôt Reveal que Crossbeam. Alors vraiment je l'ai jamais utilisé, je suis peut-être rentré une ou deux fois dedans, mais ils ont merge, hein, donc. Oui, ils ont merge, voilà. Donc comme quoi je suis bien au courant. L'utilisation de Reveal, elle est assez. On a des chargés de partenariat qui l'utilisent, on a des chargés de partenariat qui l'utilisent pas. On a l'intégration de HubSpot qui fait que les sales peuvent voir ou non quels sont les partenaires qui sont présents sur telle opportunité. On a un connecteur dans Slack qui met à jour aussi le mapping de partenaires avec les comptes clients qui sont dans notre CRM. En fait, il se passe quand même plein de choses avec Reveal. Après, le degré d'utilisation est assez hétérogène d'un chargé de partenariat à l'autre. Ça, c'est vraiment, ils sont libres de le faire. Donc, sur la partie outils, c'est vraiment Reveal. Après, chaque chargé de partenariat fait son account mapping avec ses partenaires. On identifie des comptes clés. Nous, pareil, on identifie des comptes clés que notre partenaire a envie. Et derrière, c'est le jeu des intros et le jeu des influences qui se fait. Sur la partie quotidien entre le commercial et le partenariat, moi, il y a un truc dans lequel je crois beaucoup. Il faut laisser de l'autonomie aux équipes. En fait, alors, il faut évidemment mettre un cadre. Ça, c'est tout à fait normal. Donc, on a quand même des instances dans lesquelles on fait des revues de pipe avec plusieurs chargés de partenariat et puis nos head of sales qui nous permettent de voir les gros deals qui sont identifiés au sein de certains partenaires. On a quand même des revues de performance qui sont trimestrielles dans lesquelles les commerciaux mettent à jour la revue de leur plan de territoire avec les comptes clés à aller chercher. On est en train d'instaurer aussi la même chose progressivement côté partenariat. On a des instances entre sales et partenariats qui font que la communication existe. Mais encore une fois, je crois beaucoup à l'autonomie et je crois beaucoup à la responsabilisation des équipes. Et on a réussi à faire quelque chose, en tout cas chez PayPlug, qui je pense fonctionne plutôt très bien, c'est de responsabiliser nos lignes de middle management et nos lignes d'experts. Okay. Que ce soit côté sales, que ce soit côté partenariat. Donc aujourd'hui, on va avoir des chargés de partenariat ou des responsables de partenariat qui vont être assez autonomes dans la manière dont ils vont discuter avec les commerciaux ou avec les team lead sales ou les head of sales pour pouvoir gérer leur quotidien. Ça, moi, j'y crois beaucoup. Donc derrière, est-ce qu'ils ont envie de se le faire sur des one-one qui sont complètement formels? Est-ce qu'ils ont envie de le faire sur des one-one qui sont complètement informels? Vraiment, là, je pense qu'il faut que chacun trouve un peu son fonctionnement, surtout dans une équipe où, sur les chargés de partenariat, on va avoir un ratio managérial qui va être assez large, donc avec 6-7 personnes en cible. Côté commercial, on a 3 head of sales, enfin 3 team lead sales qui ont aussi chacun des équipes. Ils ont chacun aussi leur manière de fonctionner, donc on laisse beaucoup de place à l'autonomie, avec quand même un cadre qui est que la communication est hyper importante. Et ça, c'est un truc sur lequel on est assez intransigeant. C'est-à-dire qu'il faut communiquer en interne. Nous, on communique beaucoup sur Slack. Notre Slack, on dit souvent que c'est un sapin de Noël chez nous parce qu'il y a des notifications un peu partout. Mais on a quand même réussi à avoir des bonnes pratiques en termes de communication qui font que, a priori, dès qu'il y a une opportunité commerciale un peu costaud, et ben en fait, tout le monde la voit passer. Et donc ça, c'est à l'initiative d'un commercial qui va avoir un channel Slack dédié sur nos top deals, qui va faire un résumé de sa qualif avec toute la cartographie des partenaires. Et si jamais il y a des trous dans cette cartographie, on va mobiliser tel chargé de partenariat pour aller chercher de l'information. Et en fait, on travaille sur un mode collaboratif où en fait, tout le monde est responsabilisé. Tu vois, je vais avoir par exemple, on va dire une grosse enseigne qui fait de la chaussure en France, pour lequel, comme on est en début de cycle de vente, on a identifié qu'il y avait un trou sur qui est le mainteneur sur tout le réseau de boutiques, il y en a potentiellement 2. Et puis quel est le logiciel de caisse? On a une idée du logiciel de caisse, mais on ne connaît pas forcément la version. Et derrière, le sales ou le head of sales va aller tout simplement taguer et responsabiliser les chargés de partenariat de chacune des verticales en disant « Ok les gars, maintenant il faut que vous alliez appeler vos partenaires et puis vous m'aider à qualifier cette information. » Et ça, c'est un truc qui fonctionne vraiment plutôt très bien. Et pour que ça fonctionne, pour que la communication fonctionne, en interne, il faut surtout réussir à donner de l'autonomie
aux équipes. Et pour donner de l'autonomie aux équipes, il faut aussi réussir à les responsabiliser. Et donc ça, quand tu arrives à faire ce triptyque entre communication, autonomie et responsabilisation, en fait, ça fonctionne plutôt très bien. Et derrière, peu importe on va dire la forme que la communication prend entre les équipes, que ce soit l'instance, la manière de se parler, les comptes rendus, etc. En fait, la réalité, c'est que le format, on s'en fout un peu. Ce qu'il faut, c'est qu'ils communiquent entre eux, ils soient responsables de leur verticale et ils soient autonomes dans la manière dont ils bossent. Ouais. Et après, derrière, il faut évidemment que l'information soit tracée dans Slack, sur Confluence ou dans Google Drive. Mais après, chacun trouve un petit peu son style. Ouais. Et là, on retrouve aussi la valeur du collectif, quoi. Vous y allez vraiment tous Absolument. Ensemble entre chaque équipe. Ok. Comment tu incentives aujourd'hui tes partnership managers? Tu as des KPI précises? Pareil, tu es sur le nombre d'acquisitions de deals, sur l'influence qu'ils peuvent mettre dessus? En fait, ça dépend des niveaux de maturité des channels. Mais ça va être principalement des indicateurs qui sont des indicateurs quantitatifs, c'est-à-dire tout simplement quel est le volume d'activité qu'ils ont réussi, enfin le volume d'activité de chiffre d'affaires et de marge qu'ils ont réussi à générer via leur partenariat. Et puis tu vas aussi avoir des indicateurs qui sont plus qualitatifs sur tout simplement quel est tout l'enablement qu'ils peuvent faire autour de leur partenariat en externe, toute la formation et l'engagement qu'ils peuvent faire autour de leur partenariat en interne, toutes les prises de parole qui peuvent être faites aussi à l'externe. Okay. En fait, il faut réussir, et c'est aussi ça vient avec ce que je disais un peu juste avant sur la responsabilisation et l'autonomie. Je suis assez convaincu que la manière d'incentiver aussi les chargés de partenariat doit être pensée dans une logique qui est aussi commerciale. Tous nos chargés de partenariat ne sont pas des profils qui sont issus de métiers commerciaux, il y en a une bonne partie, mais il faut aussi équilibrer avec des personnes qui viennent plutôt d'autres horizons. Mais en tout cas, il faut que la finalité soit commerciale. Et il faut que la finalité soit aussi dans une finalité de formation et de communication. Commerciale, parce qu'en fait, les partenariats doivent servir le business, c'est quand même une finalité, mais ça ne peut pas que être ça. Si on incentive, si on encourage des partenaires managers à faire uniquement de la génération d'opportunités, en fait, moi j'ai vu beaucoup d'exemples de boîtes où en fait on a des directeurs commerciaux qui incentivent leur chargé de partenariat uniquement sur la génération d'opportunités à très court terme. En fait, ça peut pas marcher parce que les partenariats c'est du temps long, parce qu'il faut engager toute l'organisation, parce qu'il faut former les équipes au partenariat, parce qu'il faut communiquer sur les partenariats. Donc je suis assez convaincu qu'il faut effectivement de l'incentive sales commercial, et il faut aussi de l'incentive qui est plutôt qualitative pour toute la communication et l'engagement autour des partenariats. Donc si je reviens là-dessus et de ce que tu disais avant, est-ce que tu mesures l'influence aussi de tes partenaires, ou l'influence tu la laisses complètement de côté dans tes KPI avec tes partnership managers? Ouais, alors on mesure l'influence. Alors il faut absolument mesurer l'influence parce que en fait, si on considère que les partenariats doivent uniquement être des générateurs d'opportunités commerciales, je pense que c'est un peu se planter dans la manière de gérer des partenariats, dans la tech ou peu importe le secteur. Donc il faut réussir à la mesurer. Et pour ça, la mesurer, c'est très simple, c'est de se dire, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la manière dont mes chargés de partenariat travaillent avec les commerciaux. En fait, on sait identifier, à partir du moment où la communication interne était bonne, qu'on arrive à suivre dans le CRM, donc nous c'est HubSpot, mais peu importe, ou via Slack, et ou via toutes les instances qu'on a, on arrive à identifier quels sont les partenaires mobilisés sur les opportunités commerciales. Et est-ce que ces partenaires nous ont fait de l'influence? Derrière, on est capable de mesurer l'impact que peut avoir un partenaire sur notre cycle de vente, et donc le chargé de partenariat sur notre cycle de vente. Et après, derrière, la manière de le mesurer, on n'a pas de champ dans HubSpot, on n'a rien dans HubSpot qui nous permet de le faire, à part on sait mapper les partenaires sur les fiches entreprises. Et après, derrière, moi, j'essaie de responsabiliser les chargés de partenariat sur l'influence qu'ils vont avoir dans les cycles de vente. Tu vois, typiquement... J'ai un chargé de partenariat, je lui ai dit, écoute, tu dois te débrouiller pour influencer 10 deals à plus de 5 millions sur le semestre. Après, peu importe quels sont les deals, je m'en fous. Peu importe la manière dont tu l'influences, ça m'importe peu, mais il faut que tu le fasses. Et après, derrière, au moment des revues trimestrielles ou des entretiens de fin d'année ou de mi-année, en fait, on les identifie, on en discute, on fait un peu la rétrospective et on voit ce qui a marché, pas marché. Et puis, ça nous permet aussi de changer un peu notre organisation pour l'année suivante. Mais l'influence, c'est vraiment hyper important. Ok. Super intéressant, notamment comment tu la mesures derrière. Sur un sujet peut-être un peu similaire, je discute avec beaucoup de sociétés qui ont parfois des problématiques sur l'attribution des leads qui sont reçus. Ouais. Si ça arrive du marketing, des sales, des partenariats, et souvent on revient sur ce niveau d'influence. Tu peux influencer avec ton partenaire, ou avec ton sales, ou avec ton réseau, et puis un lead qui soit venu initialement du marketing. Comment tu gères ça en interne? Ça a été beaucoup de sujets. On a eu beaucoup de galères il y a quelques années sur le sujet des attributions.
sur 2 canaux qui étaient un peu en concurrence, qui étaient notamment le canal agence et le canal BPCE. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a en fait un marchand peut très bien avoir une agence X qui lui refait son site sur PrestaShop, et puis il peut avoir aussi son banquier Y qui se trouve à la Banque Populaire ou à la Caisse d'épargne, qui lui fournit son crédit, son financement, son assurance auto, etc. Et ben en fait, il se trouve que les deux peuvent envoyer la recommandation PayPlug. Et donc en fait, quand on arrive dans ce genre de situation, en fait, il faut gérer des attributions, c'est toujours un peu galère. Et en fait, in fine, on a toujours un peu plus fait gagner BPCE que les agences parce que c'est notre actionnaire et que voilà. La première chose à faire sur la question des attributions, c'est qu'il faut définir des règles. En fait, si tu ne définis pas des règles, si les règles sont floues, tu t'exposes forcément à des galères. Que ce soit entre les sources, entre les équipes, entre l'équipe marketing, un responsable de partenariat et un autre responsable de partenariat. Donc il faut que les règles soient super claires. Et donc là, un exemple de règle, ça peut très bien être de dire si un chargé de partenariat ou si un channel a ouvert une opportunité et qu'il ne s'est rien passé pendant 3 mois, en fait l'opportunité est morte, et si jamais un partenaire la réanime, ça passe à l'autre partenaire. Très simple, je pense que toutes les boîtes le font, mais c'est important de le dire et c'est important de l'écrire et c'est important de communiquer. Et après, sur l'attribution au niveau des commerciaux, c'est pareil, il faut que les règles soient super claires et comprises par tous. C'est-à-dire si le lead vient de tel canal, ça fait tel volume d'affaires et c'est uniquement du e-commerce, ça va chez Michel. Okay. Si ça fait plus de 10 millions, ça part chez Jean-Luc. Ça, encore une fois, il faut que les règles soient hyper claires pour tout le monde, elles soient communiquées, elles soient répétées, et après, et surtout, elles soient implémentées dans le CRM de manière à pouvoir faire des attributions qui sont automatiques. Parce que derrière, si tu laisses la place au manuel, tu t'exposes forcément à des galères. Et après, de toute façon, tu auras toujours des zones d'adhérence où tu vas avoir des canaux qui vont s'embrouiller entre eux et tu vas avoir des commerciaux qui s'embrouillent entre eux sur de l'attribution. Donc là-dessus, la solution, il n'y a pas de solution miracle, mais en tout cas, celle qui marche, c'est qu'il faut écrire les règles en attribution côté channel, en attribution côté sales, et il faut les répéter et les implémenter dans le CRM. Ouais. Ok. Et côté partenaire, du coup, tu as un environnement qui est très riche chez PayPlug, des agences, des orchestrateurs, des solutions techno. Est-ce que tu définis aussi des règles pour les partenaires parce que tu peux te trouver dans des cas de double ou triple rémunération. Est-ce que ça t'arrive ou c'est bien défini en amont et vous voyez plus du coup ce sujet? En fait, la rémunération, elle n'est pas présente sur tous nos channels. Donc en réalité, les problèmes de double rémunération, en fait, on arrive à le gérer parce qu'on est on reste assez agile et puis on se dit s'il y a une double, en fait, on paye un partenaire pendant 6 mois puis après on change. Ça, on arrive un peu à se démerder, mais en fait, dans la masse d'opportunités qu'on génère, c'est pas tellement un sujet. En fait, c'est assez anecdotique. On a beaucoup de partenaires chez qui aujourd'hui l'influence est tout aussi importante que la génération d'opportunités. Et donc en fait, on arrive assez bien à jongler entre là, tu m'as géré une opportunité parce que tu m'as fait une introduction qualifiée par mail avec moi en direct avec le client, et ça, je peux considérer que c'est une introduction. Donc, il faut aussi éduquer le partenaire à la manière dont on fait une intro, parce que juste l'intro de je te file un contact, en fait, c'est pas une intro. Voilà. Et ça, il faut aussi le mettre aussi en parallèle de en fait, tu peux pas forcément me faire une intro sur une opportunité parce que je suis déjà présente dessus. Par contre, tu peux me faire de l'influence auprès de tel partenaire, ou est-ce que tu peux m'aider un peu à qualifier ce deal et j'ai besoin de toi. Et en fait, là, c'est aussi tout le travail, et c'est pour ça que nos partenaires managers sont excellents. C'est aussi tout le travail de relation de partenariat, de créer de la confiance avec du partenaire et de faire en sorte que s'il ne te fait pas une opportunité sur un deal, mais qu'il t'influence d'une manière ou d'une autre, soit en direct parce qu'il parle avec le marchand, soit indirect parce qu'il t'aide à qualifier l'opportunité, en fait, il sait derrière qu'il va pouvoir aussi en bénéficier parce que toi, tu lui feras une intro chez un de tes partenaires, toi, tu pourras l'appuyer dès qu'il sera en négociation sur un deal, on fera du marketing ensemble, on fera de la prise de parole. En fait, on est assez, en tout cas, inventif dans la manière dont on peut aider nos partenaires, et on est aussi très proactif dans la manière de mettre en avant nos partenaires. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que nos partenaires nous le rendent bien, je peux m'exprimer comme ça, et qui fait que ça marche. Et tu vois, des partenaires qui... tu vois, à l'inverse, un partenaire qui va refuser de nous faire des intros en direct, qui va pas vouloir nous donner des informations sur un de ses clients, ou qui va pas vouloir nous aider sur des sujets un peu technologiques, déjà il s'appelle pas forcément déjà partenaire. Et ensuite ça veut peut-être dire que en fait on n'est pas fait pour bosser ensemble, ou c'est peut-être pas tout de suite, et il faudra peut-être attendre que on crée plus de confiance, et ça va prendre 6 mois, ça va prendre 10 mois, ça va prendre 1 an, peu importe. Ouais, et donc finalement aussi le partage de valeur, je reviens à ce que tu disais plus tôt encore, mais c'est pas
que du rev share, c'est aussi faire des actions marketing, influencer sur un autre deal aussi de ton côté. Enfin, tu as plusieurs manières d'influencer de ton côté aussi et finalement rémunérer ton partenaire d'une autre façon. Tout à fait. Et finalement, on en revient toujours à ce sujet, c'est gagner un client, c'est souvent plus important que percevoir une commission aussi à la fin, quoi. Tout à fait. Et ça, il faut bien l'identifier. En fait, les partenariats, c'est avant tout une histoire de personnes. Et en fait, chaque entreprise a ses objectifs. Alors évidemment, il y a des objectifs commerciaux, un compte de résultats, des targets, et ce que tu veux. Mais chaque entreprise va avoir sa propre vision des partenariats. Et puis surtout, chaque personne en charge des partenariats, que ce soit un chargé de partenariat, un directeur ou une directrice des partenariats, un VP partnership, peu importe, chacun va avoir sa vision et la manière dont il veut gérer ses partenariats. Et donc ça, il faut réussir à le capter. Et c'est là où c'est le job des chargés de partenariat chez nous de comprendre quelles sont les attentes des partenaires vis-à-vis de Payplug. Est-ce que c'est des attentes vraiment sur des intros auprès de clients? Est-ce qu'ils attendent de nous une expertise technique et produit? Est-ce qu'ils attendent qu'on les mette en avant sur les différents salons? Est-ce qu'ils attendent qu'on fasse des prises de parole communes? Ça, il faut réussir à le capter. Et après, c'est de l'intelligence émotionnelle et de l'intelligence humaine de se dire, en fait, tel partenaire... je vais répondre à ses attentes en faisant telle action ou telle action, et après derrière je sais qu'il me le rendra bien, tu vois. Mais moi je crois beaucoup au fait que chaque entreprise et puis chaque personne est différente, donc il faut réussir à capter les objectifs de la personne en face. Ça, c'est essentiel. Il faut comprendre ses galères, il faut comprendre ses objectifs, il faut comprendre et lui montrer comment tu vas pouvoir l'aider. Et puis il y a un deuxième truc, c'est que je crois beaucoup au karma, et c'est ce que je dis beaucoup aussi aux équipes, c'est si vous espérez une introduction commerciale auprès d'un des clients de votre partenaire, faut que vous lui en fassiez 10. Et en fait, vous ne demandez rien tant que vous n'en avez pas fait 10. Et en fait, ça fonctionne plutôt assez bien. Ouais. Donner pour recevoir. Exactement. Et il faut donner un max. Ouais. Je pense que tu as mis le doigt aussi sur un point clé des partenariats, quoi. Beaucoup donner. Si on en revient peut-être à tes partenariats, j'imagine que tu as eu aussi des échecs dans le passé. Ouais, moi aussi de mon côté en tout cas. Est-ce que tu peux en citer quelques-uns si tu peux, et qu'est-ce que tu as tiré comme leçon de ces derniers? Ouais, alors j'en ai un en tête, je ne pourrais pas le citer parce que c'était un appel d'offres sous NDA, mais c'est une néobanque française qui se porte plutôt pas mal. Et ça a été un travail assez long, de à peu près 2 ans. Qui avait commencé un peu avant que je prenne mon poste de country manager en 2022, début 2022. Où en fait, tu vois, ça partait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça partait d'une volonté qui était on va dire à 50% lucide et puis à 50% émotionnelle sur le fait de devoir bosser ensemble. En fait, moi j'avais envie de bosser avec cette boîte parce que je trouve cette boîte très cool, je trouve le produit très cool, je pense que on pouvait s'apporter mutuellement, s'apporter mutuellement beaucoup. Et puis elle bossait déjà avec des partenaires paiement qui n'étaient pas moi mais qui étaient mes concurrents directs, donc pourquoi moi pas me faire une place, quoi. Et donc en fait, ce qui était ça a été assez long, donc c'est 2 ans de tractation, en fait on contacte les personnes sur LinkedIn, on essaie de les identifier, puis après on écrit des mails. Puis on espère entrer, on décroche un rendez-vous, on pitch un peu nos boîtes, on comprend pas très bien où est-ce qu'est l'adhérence produit, l'adhérence client, donc on continue un petit peu à bosser. On fait l'éducation un petit peu sur le temps long de pourquoi les sujets paiement ça peut être intéressant pour vous. On se rencontre sur des événements, on envoie du contenu, on essaie de prendre des prises de parole communes, on s'envoie des exemples de ce qu'on pourrait faire. En fait, c'est vraiment, tu dragues en fait la personne un peu sur le long terme en lui montrant que tu as une vision qui est de se dire, en fait, in fine, d'associer nos deux marques, ça va avoir une finalité produit qui va être bien pour tes clients et qui va être bien pour toi. Donc ça prend du temps. Et donc ça a pris à peu près 1 an et demi de tractation pour faire rentrer le sujet paiement et pour prioriser le sujet paiement chez cette fameuse néobanque. Et puis il se trouve que pour pouvoir déclencher l'intégration du paiement dans leurs produits, en fait ils ont lancé un appel d'offres qu'on n'a pas gagné, qu'on a perdu. Pas grave, c'est le jeu. Mais en tout cas, moi ce que ça m'a permis... Et on l'a perdu en plus face à 2 gros mastodontes que j'ai cité tout à l'heure en début de discussion, donc il n'y a pas aucun regret. Je pense qu'il ne faut pas avoir de regrets dans ce genre de projet, mais ça nous a appris énormément parce qu'en fait, pendant 2 ans, ça nous a amené à nous interroger sur la manière dont on pouvait bosser avec une boîte avec une néobanque comme celle-ci, à nous poser la question de se dire est-ce que
Est-ce qu'en fait, on a vraiment envie de cibler leur base client? Est-ce qu'en fait, eux, ils auraient eu l'opportunité de cibler notre base client? Comment est-ce qu'on peut imaginer notre produit pour un acteur comme celui-là? Parce que ils sont présents sur le marché français, mais il y a aussi d'autres néobanques au niveau européen et au niveau international. Est-ce qu'on va réussir à faire un produit différenciant par rapport à Stripe ou Adyen ou des Viva Wallet sur ce segment de marché de la néobanque? Quelles sont les opportunités produits qu'il faut qu'on imagine? En fait, de faire tout ce travail de vouloir rentrer chez le partenaire, d'imaginer des nouveaux scénarios de paiement, d'imaginer des scénarios de distribution, d'imaginer des nouveaux produits. Et une fois que tu as compris les scénarios produits, comment est-ce qu'on les met en œuvre? Et donc là, ça te nécessite de rentrer dans des domaines beaucoup plus techniques du paiement, que ce soit sur du paiement e-commerce, que ce soit sur du paiement magasin. Il faut que tu commences à imaginer comment tu vas déployer des terminaux de paiement dans 4 pays. En fait, ça te force à te poser des questions pour répondre à un appel d'offres, en l'occurrence, mais en tout cas pour entrer chez un partenaire. Ça te force à te poser des questions que tu ne serais pas posées si jamais tu n'avais pas fait ce travail d'évangélisation et ce travail commercial d'ouvrir un nouveau partenariat. Donc, on a bossé pendant, une fois que l'appel d'offres a été fait, on a bossé pendant 3 semaines où j'avais une espèce d'équipe resserrée, produits, techniques, partenariat, stratégie, où on s'est creusé la tête un peu dans tous les sens pour sortir une propale et un deck que moi, personnellement, je trouvais magnifique, mais qui était un deck de perdants, quoi, pas grave. Mais en tout cas, ça nous a vraiment permis de nous poser des questions et d'y répondre, et surtout d'accélérer le temps sur notre roadmap produit à 2-3 ans, parce qu'on s'est dit, en fait, il y a des choses à faire sur le produit qu'on avait imaginé. Et donc, en fait, ça nous a permis de déclencher des discussions avec des nouveaux partenaires, avec des fabricants de TPE, avec des partenaires à l'international, avec nos partenaires français. Est-ce que vous pouvez nous emmener à l'international? Si oui, comment est-ce qu'on imagine de le pitcher? Comment est-ce qu'on imagine de l'intégrer dans notre offre? Comment est-ce qu'on veut transformer notre portail qui est très e-commerce en un portail pour pouvoir faire de l'omnicanal? En fait, on a répondu à plein de questions qu'on ne se serait jamais posées si on n'avait pas décidé d'ouvrir ce partenariat. Donc en fait, ça c'est potentiellement le meilleur exemple. Puis en fait, après, il y en a plein d'autres, mais se forcer à essayer d'ouvrir des partenariats et se planter, en fait, ça permet de répondre à des questions qu'on ne se serait pas posées si on n'avait rien fait, quoi. Et d'accélérer par la suite. Je ne sais pas si vous avez eu d'autres appels d'offres néobanques, mais au final, vous avez pu accélérer le produit et avoir une vision moyen terme plus établie. Tout à fait, absolument. Ok. Sur le registre différent, un beau succès dont tu es fier sur les partenariats? Le meilleur succès, le plus beau succès, c'est un peu au global. C'est de se dire aujourd'hui, il y a 80 voire 85% de notre new business en 2024 qui est issu de nos partenaires et principalement des agences web. Tu vois, s'il y en a une que je pourrais citer, c'est Axome. Ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on travaille avec eux. C'est probablement l'agence avec qui on a généré le plus d'opportunités depuis 10 ans. C'est celle qui connaît le mieux notre produit, c'est celle qui parle le mieux de Payplug. C'est celle avec qui on est quasiment certain, quand on ouvre une opportunité en commun, de savoir qu'elle va aller au bout. On sait prendre la parole avec eux. En fait, c'est 10 ans de partenariat qui est à la base un partenariat commercial, un partenariat de distribution, un partenariat d'influence, mais qui aujourd'hui va beaucoup plus loin que ça et qui témoigne de la manière dont nous, on perçoit nos réseaux de partenaires aujourd'hui. En fait, on a envie que tous nos partenaires soient à ce niveau-là. Et donc là, le plus beau succès, c'est d'avoir réussi à faire des agences, un partenaire aussi engagé que ça. On voit que nos concurrents comme Adyen, comme Molly ou comme Stripe ont également maintenant des programmes avec les agences. Mais en fait, j'allais dire, on reste quand même le partenaire privilégié de la majorité d'entre elles. Donc ça veut quand même dire qu'on a réussi un truc, et que c'est pas uniquement une question de contrat d'apport d'affaires et de combien elle les rémunère. C'est aussi une question déjà de produit et aussi une question de personne, parce que c'est aussi Vincent et son équipe qui arrivent à tenir ces partenaires agences depuis une dizaine d'années et de faire en sorte que ça fonctionne. On travaille aussi avec des partenaires parce qu'on s'entend bien avec eux, il n'y a pas de secret. Et l'ambition qu'on a, en fait, cette réussite-là fait qu'on a envie de porter aussi tous nos autres partenariats à peu près au même niveau. C'est pareil sur tu vois, des nouveaux partenaires que j'évoquais tout à l'heure, les mainteneurs, des boîtes comme JDC, il y a 3 ans. En fait, on était en concurrence frontale avec JDC parce que en fait, quand on avait sorti nos premières offres TPE à l'époque, on les faisait nous-mêmes, on gérait nous-mêmes la maintenance, on gérait nous-mêmes les machines. Et en fait, on a compris, on a découvert un peu par hasard en arrivant sur le marché du retail qu'en fait, on allait se retrouver en concurrence avec ces acteurs-là. Et en fait, aujourd'hui, JDC fait partie de nos partenaires stratégiques au même titre que d'autres mainteneurs comme Silk, anciennement Sinalcolm. Il y a Avem avec qui on travaille aussi beaucoup. En fait, c'est des partenaires qui aujourd'hui nous font confiance parce qu'ils ont compris qu'on allait pouvoir les aider à avoir une offre qui pourrait concurrencer celle d'Adyen, qui est le mastodonte, qui est aussi en concurrence sur le marché français.
Donc en fait, les réussites des partenariats, en fait, dès qu'on arrive à faire en sorte qu'un partenaire monte avec nous sur une opportunité commerciale, nous fasse une introduction auprès d'un de ses clients ou influence un deal en notre faveur, en fait, ça, c'est des belles réussites. Et en vrai, j'en ai des dizaines et des dizaines parce que les agences, c'est le premier exemple. Il y a, maintenant, il y a les mainteneurs, il y a les logiciels de caisse, il y a des ISV avec qui on travaille. Tu vois, très récemment, on a beaucoup travaillé avec une boîte comme Loyoli, qui est une solution sur Shopify qui fait de la fidélité. En fait, on leur a envoyé des clients, ils nous ont envoyé des clients, et c'est un truc qui s'est fait hyper vite, mais qui aujourd'hui marche très bien, et on arrive à faire des prises de parole, on arrive à faire des introductions communes, on arrive à s'influencer sur des deals. Ça, vraiment, je pourrais le décrire sur énormément de verticales, et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on est... En fait, ça marche aussi très bien, c'est qu'on a réussi à bien s'entourer, et on arrive à bien animer nos partenaires, et on arrive à les faire briller auprès de nos commerçants et auprès de notre écosystème. Ouais. Et ça se ressent avec le chiffre que tu donnes, quoi, 85% qui viennent aujourd'hui des partenaires. Peut-être pour conclure sur cette partie-là, quel serait ton meilleur conseil pour des gens qui se lancent sur les partenariats, et même peut-être un deuxième conseil sur ceux qui sont un peu plus établis? Ceux qui se lancent, mon meilleur conseil, ce serait en fait, il faut faire confiance au temps long. Si j'en ai entendu trop dire en fait, je reformule ma phrase. Il faut faire confiance au temps long. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un partenariat, c'est une question de personne, mais c'est une question de confiance. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a des clients communs ou un ICP commun avec un partenaire, que ce soit un partenaire technologique ou un partenaire d'influence, qu'en fait, ce partenaire, il va nous ouvrir son portefeuille client tout de suite. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut faire confiance au temps long. Pour que le partenaire nous ouvre son portefeuille client, il faut qu'il nous fasse confiance, il faut qu'il ait un intérêt à le faire. Et donc, pour qu'il ait un intérêt à le faire, il faut qu'il ait compris que nous, en tant que partenaire, on va lui permettre d'atteindre ses objectifs, que ce soit des objectifs de conquête commerciale, des objectifs de développement produit, de création d'offres, d'ouverture d'un nouveau segment de marché, d'ouverture d'un nouveau pays international. Donc c'est en comprenant les besoins des partenaires avec qui on veut travailler, et c'est en les aidant à atteindre ces objectifs que ça va marcher. Et ça peut que se faire sur le temps long. Croire qu'un partenariat va marcher dans 3 mois, 6 mois, c'est vraiment illusoire. Donc, à tous ceux qui se lancent sur les partenariats, faites confiance au temps long et évitez de brûler les étapes parce que sinon vous allez vous planter. Ça, c'est le premier truc. Et pour ceux qui ont des partenariats les plus, on va dire, plus établis, il faut faire briller ses partenaires. En fait, il faut mettre en avant ses partenaires. Et ça, il y a plein de manières de le faire. C'est soit en faisant des intros auprès de nos clients, c'est en faisant venir le partenaire en interne pour présenter la solution aux équipes, c'est faire de ces équipes et de ces chargés de partenariat des ambassadeurs du partenariat, c'est faire des prises de parole communes. Donc il y a énormément de choses qu'on peut imaginer. C'est des webinars, c'est pourquoi pas des podcasts comme on est en train de faire maintenant. C'est du contenu de blog, c'est des posts sur LinkedIn très simplement. Ça va être... là, sur la partie paiement, on sort de plein de périodes de salon avec Tech for Retail et la Paris Retail Week. Nous, on a fait venir plein de partenaires sur notre stand. On a fait des rendez-vous croisés. Derrière, on a fait des communications sur LinkedIn autour de ça. En fait, il faut mettre en avant ses partenaires. Il faut toujours considérer que, encore une fois, pour que nos partenaires nous donnent quelque chose, il faut leur en donner 2 fois plus, 10 fois plus. Et je pense que c'est que comme ça que ça fonctionne. Ouais. Je pense que c'est de très bons conseils. Merci. Voilà. Pour conclure sur Payplug et le futur, vous allez où du coup ? Eh ben, c'est une bonne question. Nous, vraiment, l'ambition, c'est de devenir le leader français du paiement à horizon de 3 ans. Et encore une fois, sur un marché français, un marché sud d'Europe, qui aujourd'hui sont encore trustés par des mastodontes comme Adyen, comme Stripe, comme PayPal, qui sont encore présents. Nous, là, c'est vraiment l'ambition, c'est de faire ça. Okay. Et donc, cette ambition, c'est de continuer à aller chercher de la croissance en conquête commerciale. Donc, c'est pour ça qu'on continue à remonter sur des marchands qui sont de plus en plus importants. Et pour ça, on a besoin des partenaires. Et c'est pour ça qu'on continue à développer les partenariats et qu'on investit dans les partenariats. Et puis, c'est de continuer aussi à innover d'un point de vue technologique. Donc, on est toujours en phase on va dire de fusion avec Dalenis, où on a l'optimisation de notre produit aussi qui est à faire. Parce que, en fait, 2 entreprises qui fusionnent, il y a aussi des sujets de fusion technologique à faire. Et là où moi, je trouve ça très intéressant et c'est aussi hyper excitant, c'est qu'on va pouvoir... proposer un produit qui gardera le meilleur de 2 produits qui étaient des références alors sur leur segment de marché évidemment, mais qui sera vraiment un produit qui sera exceptionnellement bien adapté à la cible qu'on va vouloir adresser. Et donc ça, c'est énormément de challenge à la fois en interne parce que pour les équipes techniques et product, c'est énormément un travail de fond qui est extrêmement long. C'est un travail qui est nécessaire parce que
Je pense que de superposer des couches technologiques, en fait, ça te permet de gagner en vélocité à court terme, mais par contre, à long terme, c'est peut-être, tu t'attires forcément des galères. Et puis, c'est aussi un challenge pour nous en tant qu'équipe partenariat, parce que il faut composer avec ces sujets de convergence aujourd'hui en interne, mais ça nous donne aussi la possibilité de nous projeter aussi à 6 mois, à 1 an, et de se dire, OK, à 6 mois, 1 an, qu'est-ce que je pourrais proposer à ma partenaire en termes d'innovation technologique, en termes d'innovation produit. Et on a déjà énormément de choses qui sont en train de se passer, que ce soit sur des sujets d'intégration avec Shopify, qui est un CMS qui a le vent en poupe, notamment en France en ce moment. On a énormément de sujets sur la partie magasin avec notamment un partenariat qu'on a avec une boîte qui s'appelle Neptune, qui est une solution d'attestation au magasin, qui est un peu la référence aujourd'hui et qu'on voit comme un beau vecteur pour nous aider à concurrencer des boîtes comme Adyen. On va avoir énormément de choses qui vont arriver sur des sujets comptables. On va commencer à s'intéresser de plus en plus à revenir sur des sujets qui sont liés à la marketplace. Donc en fait, tous ces sujets de convergence techno sont en fait des opportunités qui vont nous permettre d'imaginer plein de choses à venir. Et donc pour ça, ça va être hyper excitant. Super. Et tu vois quoi comme grosse tendance paiement à venir aussi ? Alors les sujets paiement, il y en a beaucoup. Moi, il y en a vraiment beaucoup. C'est dur d'avoir une boule de cristal. En fait, moi, il y a un truc, il y en a plein en réalité, mais il y a un sujet que moi je trouve particulièrement intellectuellement intéressant, c'est tous les sujets qui sont liés à la finance embarquée. En fait, depuis, avec toute la réglementation et puis les infrastructures qui ont été induites par le développement de l'open banking et puis progressivement de l'open finance et puis de l'open data, on a de plus en plus la possibilité de pouvoir embarquer du paiement et plus généralement des produits financiers dans des parcours d'achat, notamment des parcours digitaux. Tu vois, ça va être typiquement, je prends un truc très simple, mais aujourd'hui, Apple Pay, il y a 10 ans, on a fêté l'anniversaire d'Apple Pay il y a 10 ans. Il y a 10 ans, tout le monde se disait payer avec son téléphone portable, quelle connerie. Et en fait, aujourd'hui, la partie wallet, elle est complètement intégrée dans nos manières de payer aujourd'hui. Aujourd'hui, on a de plus en plus de parcours avec du paiement fractionné en 3, 4 fois, 10 fois, 12 fois sans frais, qui peut être intégré dans des parcours digitaux, dans des parcours in-app. De plus en plus, on va commencer à avoir des parcours de paiement en plusieurs fois en magasin. Si tu vas chez Maison du Monde, tu peux payer en plusieurs fois avec Alma, par exemple, que ce soit en QR code, que ce soit avec des cartes virtuelles, que ce soit avec des liens de paiement. En fait, il y a de plus en plus d'innovations qui vont arriver. Et je suis assez enthousiaste sur la manière dont on va de plus en plus pouvoir personnaliser les produits financiers dans les parcours d'achat. Tu vois, je prends un exemple, mais pour ceux ou pour celles qui louent aujourd'hui des voitures, que ce soit sur Getaround, l'application, ou que ce soit sur Sixt sur Internet, aujourd'hui, on peut souscrire à une assurance directement dans le parcours d'achat. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire demain, dans quelques années, sur le site de la SNCF pour avoir une assurance annulation voyage ? Pourquoi pas avoir une personnalisation en fonction d'un profil de risque ou en fonction des préférences de risque des consommateurs ? En fait, il y a énormément de choses qui vont continuer à se passer. Et je pense que ça, pour les consommateurs finaux, pour nous, en termes de parcours d'achat, ça va être assez intéressant, ça va être assez excitant. Et puis pour nous, en tant que boîte de paiement, ça va être assez challengeant d'un point de vue produit et vraiment intriguant d'un point de vue technique. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, j'ai lu une étude récente là, sur le potentiel du marché, je crois 185 milliards de dollars et seulement 20% adressés aujourd'hui. Le potentiel est monstre et il y a beaucoup de choses à faire. Ok, écoute, merci beaucoup Alex, merci d'avoir pris ce temps. Si on veut travailler avec Payplug, on fait comment ? On peut nous contacter en direct, on est assez actif sur LinkedIn, on est assez actif sur les salons, on fait aussi beaucoup de prises de parole. Donc moi, toutes celles et ceux qui sont intéressés pour papoter partenariat, écrivez-moi sur LinkedIn avec grand plaisir. Un grand merci à Alexandre d'avoir été là et puis d'avoir pris ce temps. Ça a été riche d'enseignements pour moi et puis j'espère que vous aussi. Je vous invite à vous abonner, à liker et puis à noter le podcast positivement, ça m'aide grandement dans le référencement. Et puis on se retrouve prochainement pour un nouvel épisode.